Bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc, je pense que je connais tout le monde ici, mais au cas où, je suis donc Renaud Bourlès. Comme a dit Miguel, je suis chercheur à l'AMSE, en plus d'enseigner à Centrale Méditerranée. Et je vais vous présenter aujourd'hui un panorama de mes recherches sur un champ particulier qui est donc l'interaction entre les réseaux et le risque, à travers à la fois le partage de risque et les prises de risque. Je vais aussi essayer de vous expliquer un petit peu les méthodes qu'on utilise en économie, et en particulier que j'utilise dans les articles que je vais présenter. Donc lui, il a déjà décidé de ne plus marcher. Hop. Donc ce qui va... Pardon, je vais enlever ça aussi. Voilà, très bien. Donc ce qui va nous intéresser comme point de départ de cette recherche, c'est la remarque, l'observation que j'ai notée aux deux extrémités du monde financier, c'est-à-dire à la fois entre les individus et les ménages dans les pays en voie de développement, et entre institutions financières des pays développés, les mécanismes de partage de risques, donc que ce soit dans le premier cas les transferts informels, donc le soutien informel entre les ménages, ou dans le cas des institutions financières à travers des contrats financiers de dette ou d'échange de titres, les mécanismes de partage de risques s'organisent dans des réseaux complexes. C'est-à-dire le lien entre les ménages, les liens entre les institutions financières forment des graphes complexes. Et donc pour comprendre et réguler ou accompagner ce genre de mécanisme, il est nécessaire de comprendre le rôle de ces réseaux. D'accord ? Quel type de politique économique on peut imaginer dans les pays en voie de développement, c'est plutôt via l'introduction de contrats formels pour comprendre comment les ménages vont accueillir cette assurance formelle et comment ils vont se comporter vis-à-vis de cette assurance formelle. Il est nécessaire de comprendre comment ils font sans, donc à travers ces partages, et pour voir... pour expliquer en partie pourquoi ils n'ont pas nécessairement envie ni besoin de cette assurance formelle. Donc sur la question des institutions financières, donc des banques, suite aux nombreuses crises qu'on a pu rencontrer, il y a la mise en place de réglementations financières qui sont appelées maintenant réglementations prudentielles pour prévenir plutôt que guérir. Et ces réglementations prudentielles, elles visent à réduire la prise de risque des institutions financières qui ont tendance, comme tout mécanisme régulé, à vouloir contourner la réglementation, et notamment en utilisant les partages interbancaires. Donc l'idée, c'est de se dire, si on veut améliorer la situation, essayons de comprendre ce qui se passe et notamment essayons de comprendre en quoi la complexité du réseau va rentrer en interaction avec ces politiques publiques. J'abandonne. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on entend par effet de réseau ? Donc, sur la première problématique qu'on regarde, donc dans les pays en développement, en l'absence d'assurance formelle, donc avant l'introduction des contrats d'assurance, l'existence de relations qu'on va appeler relations altruistes entre les ménages les conduit à mettre en place des transferts informels, c'est-à-dire accompagner le ménage qui subit un risque, donc une mauvaise récolte, un risque de santé, l'accompagner à travers le soutien financier. D'accord ? On montre que, donc dans les articles que je vais présenter, on montre que ces transferts informels en cas de difficulté génèrent un partage de risque, et la qualité de ce partage de risque va dépendre foncièrement du réseau d'altruisme, donc de comment les différents individus sont reliés par des relations altruistes. Sur la partie financière, donc je vais vous présenter un article que j'ai fait avec Mohamed Bellage, qui est également enseignant à l'école, et Frédéric de Royan, où on part du principe on part de l'observation que les échanges de dettes
ou de titres financiers, typiquement d'actions, entre les institutions financières, donc ça couvre les banques et les compagnies d'assurance. Ça leur permet de diversifier le risque, c'est-à-dire au sens de partager le risque, on va dire, de diversifier le risque. Et en partageant ce risque, ça va impacter leur prise de risque, c'est-à-dire c'est une sorte de couverture, et donc en étant couvert, ça va pouvoir modifier leur prise de risque. Ce qu'on montre, c'est qu'à travers ces relations de titres ou d'échange de titres ou de dettes, leurs prises de risque deviennent interdépendantes. Et donc, si la réglementation prudentielle vise à réduire la prise de risque ou à réduire l'exposition au risque du système économique à la faillite de banque, elle doit prendre en compte les réseaux financiers. Et on montre que, dans un cas particulier, la position exacte d'une institution financière dans le réseau doit déterminer les exigences réglementaires auxquelles elle devrait faire face. Donc, je vais rentrer un petit peu dans la méthodologie qui nous permet d'étudier ce genre de problématique. D'abord en commençant par ce qu'on fait sur les réseaux informels. Donc, en économie, on part toujours d'une observation réelle. Donc, cette observation, elle peut être ou introspective, mais plus généralement, maintenant, elle est sur la base de données, qui sont ou des données publiques ou des données récoltées. Et donc, ici, sur les transferts informels, on a une quantité importante de chercheurs qui sont allés récolter des données dans les villages, dans les pays en développement. Donc, je liste plusieurs pays, donc que ce soit en Inde, au Kenya, au Mexique, au Pérou, aux Philippines, et qui ont documenté l'existence de larges transferts entre les ménages qui leur permettent de faire face aux difficultés. Donc ces transferts génèrent des flux de revenus très importants. Donc si on prend le cas des Philippines, il y a 12% du PIB philippin qui provient de rémittances, c'est-à-dire d'envoi d'argent de Philippins à l'étranger vers les Philippines. Ces transferts, ils interagissent avec les politiques publiques. Ce que ça signifie, c'est que à la fois des politiques publiques de transfert peuvent être défaites par les transferts informels, ou donc c'est ce qu'on appelle le crowding out, l'effet d'évitement, l'effet d'effacement, ou même dans d'autres situations, c'est on introduit des contrats formels qui ne sont pas j'ai encore le mot qui vient en anglais, pardon, qui ne sont pas achetés ou qui ne sont pas pris par les ménages du fait de l'existence de cette entraide qui leur suffit. Ce qui est documenté à travers l'analyse de ces enquêtes qui reviennent à aller voir dans des villages et à reporter est-ce que vous avez reçu de l'argent? Oui, par qui, quand, pourquoi? Ce qu'on documente, c'est que ces transferts se font à l'intérieur de ce qu'on va appeler le réseau social, c'est-à-dire à l'intérieur du réseau familial, des voisins, des amis. La question qui est posée, qui peut se poser, c'est quel est le motif de ces transferts? Pourquoi est-ce que je vais transférer à tel voisin en difficulté, etc. Donc il y a plusieurs choses qui sont étudiées. Le premier, qui est un mécanisme assez un motif qui peut venir en premier en tête, c'est cette attente de réciprocité, c'est-à-dire je vais accompagner mon voisin dans sa difficulté parce que j'espère que dans le futur, il m'accompagnera si je suis en difficulté. Donc c'est un motif de réciprocité et certains auteurs ont appelé ça du quasi-crédit, c'est-à-dire je te prête maintenant, mais j'attends un retour par la suite. On montre plusieurs auteurs ont montré que ce motif à lui seul ne pouvait pas expliquer ce qui était observé par plusieurs types de tests, mais notamment via les transferts vers des individus qui ont des difficultés qui sont chroniques, et donc on sait très bien qu'il n'y aura pas de réciprocité de leur point de vue. D'accord ? Des malades chroniques ou de ce genre de choses qui sont accompagnés par la communauté. Et donc, dans ce cas-là, notamment, il n'y a pas de place pour le motif de réciprocité, ou en tout cas, il est accompagné par autre chose.
Ce par quoi il est accompagné, c'est cette notion d'altruisme ou de norme sociale. Nous, dans la série d'articles que je vais vous présenter, on regarde ce phénomène d'altruisme. Donc, si vous voulez un petit exemple de réseau de transfert informel que je vais utiliser par la suite, donc c'est celui-ci. Donc il y a 111 ménages représentés sur ce réseau. Chaque nœud représente donc un ménage d'un des villages indiens qui ont été étudiés par l'article que je cite ici dans Science. Donc les données sont récoltées en 2006-2007. Qu'est-ce qu'un lien entre deux ménages signifie? Il signifie que l'un a indiqué l'autre comme faisant partie de ceux auxquels il prêterait ou emprunterait en cas de besoin. D'accord? Et il y a diverses choses qu'on peut étudier. C'est là-dessus qu'on va notamment... c'est à ça qu'on va être intéressé. C'est le fait que les positions sont très asymétriques. On a certains ménages à la périphérie qui n'ont finalement qu'un soutien possible, et d'autres au centre qui ont beaucoup de soutien, mais qui aussi doivent supporter beaucoup d'autres ménages. Donc on va essayer de comprendre comment la position dans ce réseau va changer les choses en termes de transfert et d'assurance. Donc c'est une série de travaux que j'ai fait donc avec Yann Bramoulet, qui est également à l'AMSE, et Eduardo Pérez-Richet, qui est à Sciences Po. Donc on se base sur deux articles en particulier. Donc ce qu'on va regarder, c'est on va regarder les transferts qui seraient induits par un réseau d'altruisme. C'est-à-dire, on prend pour acquis que ce réseau d'altruisme existe, et on étudie dans diverses situations, en fonction des revenus, en fonction des chocs, quels seraient les transferts qui seraient induits par un motif uniquement altruiste. Donc la manière dont on va modéliser cette chose-là, d'accord, c'est que chaque ménage I, dans sa décision, va prendre en compte à la fois son bien-être et le bien-être des autres. C'est-à-dire, si on prend Y, le vecteur des consommations, et alpha IJ, l'altruisme de I envers J, la manière dont I va évaluer la situation, il va prendre en compte son revenu, avec cette fonction U, que je vais vous présenter plus tard, mais également les revenus des autres, pondérés par son altruisme. D'accord ? Donc UI, c'est ce qu'on va appeler fonction d'utilité. C'est une fonction qu'on suppose croissante et concave, et qui est utilisée en économie pour représenter les préférences. Donc si je vais rapidement vous expliquer comment est-ce qu'on représente les préférences en économie, et plus généralement comment est-ce qu'on modélise les choix. Donc ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre, ici dans notre cas particulier, quels sont les transferts choisis par des individus. Donc on veut modéliser les choix de nos acteurs. Pour ça, on suppose qu'ils forment des préférences sur les conséquences de ces choix. Okay, si je fais ce choix-là, voici la conséquence qui va arriver. Si je fais l'autre choix, voici la conséquence. Et je dis quelle conséquence je préfère à l'autre. Okay. Donc, ces préférences, on va les représenter par une relation d'ordre qui nous dit je préfère cette conséquence à celle-là, etc. Okay. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'ils ont des préférences et ils doivent se comporter conformément à sa préférence. Donc si à un moment, ils ont le choix entre l'alternative A et l'alternative B et qu'ils préfèrent l'alternative A, alors ils doivent choisir l'alternative A. Donc c'est cette hypothèse de rationalité qui est une hypothèse de comportement. Donc il n'y a pas d'hypothèse sur les préférences. Les préférences, à part certaines caractéristiques dans lesquelles je vais rentrer, on ne les juge pas. On demande juste, pour pouvoir modéliser les choix, que les individus se comportent conformément à ces préférences. Donc cette relation d'ordre sur laquelle on se base, on montre assez rapidement que si elle est complète et transitive, alors on peut modéliser les préférences, c'est-à-dire s'ils sont capables de classer toutes les alternatives possibles et que ce choix est cohérent, c'est-à-dire si je préfère A à B et B à C, alors je dois préférer A à C. C'est ça la transitivité. Alors, on peut, à partir du moment où on connaît leurs préférences, prédire leur choix et modéliser leur choix. Sous ces mêmes hypothèses de complétude et de transitivité, les préférences, donc la relation d'ordre, elle peut être représentée par cette fonction U dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une fonction qu'on appelle fonction d'utilité.
Donc évidemment, il y a... Vous devrez désactiver le mode OK. avion. Donc je disais, cette relation, donc il n'y a pas, si on a une relation d'ordre, on n'a pas une unique fonction d'utilité possible, mais en tout cas, dès qu'on a une relation d'ordre complète et transitive, alors on peut avoir une fonction d'utilité. Et l'hypothèse de rationalité fait que le comportement des agents est alors de maximiser cette fonction d'utilité. D'accord ? Donc, dans notre cas particulier, c'est assez simple. Cette fonction d'utilité, elle dépend de la consommation de l'individu. Donc, on fait l'hypothèse qu'elle est croissante dans cette consommation. A priori, toute chose égale par ailleurs, un individu préfère consommer plus que moins. Et qu'elle est concave, c'est-à-dire que ce que je retire comme bien-être ou comme utilité à la consommation d'un verre d'eau est plus grande si c'est mon premier que si c'est mon 15e. D'accord ? Et donc, dans cette représentation altruiste, je prends donc en compte mon utilité et l'utilité des gens envers qui je suis altruiste, avec un poids qui est ici, cet alpha et j. Donc, étant donné ces préférences, qu'est-ce que font les agents? Qu'est-ce que font nos ménages ici? Ils choisissent de transférer des ressources. C'est-à-dire qu'ils ont un revenu initial, qui est ici. D'accord ? Sur la base de ce revenu initial, ils peuvent transférer à d'autres ménages, mais ils reçoivent aussi des transferts de certains autres ménages. D'accord ? Évidemment, là, dans l'hypothèse qu'on fait, il n'y a pas d'argent qui vient de l'extérieur du village, et donc ces transferts doivent être faits à revenu total constant. Donc, le point pour chacun de nos agents, c'est donc, avec un vecteur de revenu donné, choisir les transferts qui vont maximiser la fonction V. D'accord ? Vous voyez qu'ici, on est dans une relation complexe parce que mon propre revenu dépend du transfert reçu par les autres et le revenu de l'individu à qui je transfère dépend aussi des transferts que lui va faire et qu'il va recevoir. Donc on est dans ce qu'on appelle un jeu qui est complexe, puisqu'on a à la fois des stratégies, les stratégies où les choix vont se confronter les uns les autres. Et en économie, pour résoudre ce type de problème, on utilise ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. D'accord ? Donc, dans le premier article, on caractérise l'équilibre de Nash en transfert. Et on montre d'abord qu'il est unique en termes de consommation. Alors, qu'est-ce que c'est que cet équilibre de Nash ? Ça part du principe, comme je vous l'ai montré précédemment, que finalement, quand je vous ai présenté les préférences, il y avait un lien direct entre le choix et sa conséquence. D'accord ? Et donc, en faisant si je connaissais les préférences et que j'avais un ordre sur les conséquences, je pouvais juste faire le choix qui m'amenait à la meilleure. Okay. Dans la plupart des relations économiques, et comme dans le cas que je vous ai présenté, il n'y a pas de lien direct entre choix et conséquence, puisque la conséquence dépend aussi du choix des autres. D'accord ? Donc, typiquement, la conséquence sur la richesse d'un individu envers qui je suis altruiste d'un transfert n'est pas directe, puisque je ne sais pas ce qu'il va faire de ce transfert. Par exemple, s'il le transfère à quelqu'un d'autre dont je me fiche, finalement, mon transfert n'aura servi à rien au sens de mes préférences. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème ? On doit séparer choix et alternative. D'accord ? Et si je note le choix du ménage xi et le choix de tous les autres x moins i, l'alternative, maintenant, elle ne dépend plus que de mon choix, elle dépend de mon choix et de celui des autres. Donc, ma fonction u, elle est maintenant fonction du choix de tout le monde. Et si on continue à utiliser cette hypothèse de rationalité, donc nos individus vont maximiser leur fonction d'utilité, alors mon meilleur choix, d'accord, le choix qui va maximiser cette fonction, est fonction du choix des autres. Donc c'est ce qu'on appellera la meilleure réponse. Donc si on me donne le choix de tous les autres, c'est mon meilleur choix. C'est ce qu'on appelle la fonction de meilleure réponse, la correspondance de meilleure réponse. Et on parlera d'équilibre de Nash lorsque on est au point fixe de ces fonctions de meilleure réponse. C'est-à-dire, étant donné ce que font les autres, je fais de mon mieux, et ça pour chacun des individus. D'accord ? C'est ça qu'on appellera équilibre de Nash. Donc c'est
le point où aucun des acteurs ne souhaite changer sa décision, étant donné la décision des autres. D'accord ? Et c'est ça qu'on regarde dans notre jeu de transfert. Donc ce qu'on obtient, c'est d'abord une unicité en termes de consommation. Donc à cet équilibre, si on me donne des niveaux de revenus, je suis capable de dire quelles vont être les consommations de chacun. Après, les transferts peuvent être multiples. On peut avoir des chemins différents sur les transferts. Dans tous les cas, on montre que ces transferts parcourent le plus court chemin du réseau d'altruisme. Donc pour ça, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode de la fonction potentielle, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, un système d'équations de choix individuels, où chacun des individus maximise son utilité. On cherche l'équilibre de ce système. Ce système nous donne en fait des conditions du premier ordre. Et si on arrive à réécrire ces conditions du premier ordre comme solution du premier ordre d'un problème global, alors résoudre le problème global suffit. On n'a pas besoin de résoudre le système des problèmes individuels. Donc c'est ce qu'on appelle fonction potentielle. Donc le système des problèmes individuels peut être réécrit comme la minimisation d'une fonction qu'on appelle fonction potentielle globale. Ce qui est intéressant dans le cas de cet article, c'est que cette fonction potentielle, elle nous raccroche à des problèmes de transport optimal. Donc des problèmes connus notamment de Monge, qui nous permettent d'arriver à cette idée que de la même manière que l'eau va couler selon le plus court chemin, d'accord, nous, les transferts, pareil, ils vont prendre le plus court chemin qui est, en fait, chez nous, le chemin de plus forte intensité d'altruisme. D'accord ? Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on va avoir très rapidement, donc sauf quand le réseau est transitif, ce n'est pas le cas, mais dès que le réseau des relations altruistes n'est pas transitif, donc c'est-à-dire dès que l'ami de mon ami n'est pas mon ami, en quelque sorte, on va avoir des intermédiaires, c'est-à-dire des ménages qui, pour un même niveau de revenus, donnent et reçoivent à la fois. Donc reçoivent et donnent à la fois. Cette importance des chemins et des intermédiaires fait que les chocs se propagent le long du réseau d'altruisme. C'est-à-dire dès que dans le village, quelqu'un subit une perte, personne ne peut gagner, tout le monde va participer à sa perte, à l'accompagner à subir sa perte, du fait de ces réseaux. D'accord ? Donc cette propagation des chocs, elle donne déjà une idée du caractère assurantiel de ces réseaux. C'est-à-dire ça va permettre de faire face au risque. L'autre chose qu'on met en évidence dans ce premier article, c'est le fait, donc cette interaction avec les politiques publiques. Cette interaction avec les politiques publiques, elle est compliquée et elle peut être contre-intuitive. C'est-à-dire, notamment, si une puissance publique redistribue les revenus avant les transferts, donc redistribue au sens prendre l'argent à quelqu'un qui est relativement riche et le donne à quelqu'un qui est relativement pauvre, cette première mécanique qui réduit les inégalités, si derrière les ménages se font des transferts, ça peut augmenter les inégalités de consommation. Donc typiquement, on avait quelqu'un qui était relativement riche, mais qui était aussi bienveillant, entre guillemets, donc qui supportait une grande partie de la communauté. Si la redistribution publique prend cet argent à cet individu et le donne à un individu de classe moyenne qui soutient peu de ménages, d'accord, alors les inégalités après ce transfert sont plus fortes qu'avant. Donc, notamment, c'est très important dans le cadre des remittances, les rémittances, qui sont donc de l'argent qui est envoyé par la diaspora dans les pays développés aux pays en développement. D'accord ? Donc, c'est l'exemple d'un individu relativement riche qui va soutenir une communauté relativement pauvre. Si à cet individu-là, si sur le revenu de cet individu-là est redistribué, par exemple, à l'intérieur du pays développé, d'accord ? Donc, on lui prend de l'argent, on redistribue à des gens qui sont relativement qui sont moins riches que lui, mais relativement plus riches que ceux qui supportent, alors on augmente les inégalités.
Donc, comme je vous disais, le résultat sur les chocs, il nous a amené à étudier les caractéristiques assurantielles de ces transferts altruistes. Donc, la manière dont on a fait l'article, vous voyez que précédemment, ce que je faisais, c'est que je prenais un vecteur de revenus, il y avait des transferts, ça me donnait un vecteur de consommation. Maintenant, on va travailler avec des distributions. Donc, je vais prendre une distribution de revenus pour chacun des individus. Ils vont faire des transferts et je vais regarder la distribution de revenus en sortie pour regarder donc, la qualité de l'assurance. Donc, cette qualité de l'assurance, on va mesurer cette qualité de l'assurance entre la distance entre les consommations qu'on va observer et celles qui seraient issues d'un partage égalitaire. Donc l'assurance parfaite, c'est quand tout le monde, quand on met au pot commun et qu'on distribue de manière égalitaire. Là, tout le monde est assuré parfaitement contre ces risques individuels. D'accord ? Donc la qualité de l'assurance, on la mesure entre les consommations observées et celles issues de ce partage égalitaire. Et on montre que cette qualité, elle décroît avec la longueur moyenne des chemins entre deux ménages dans le réseau altruiste. Donc plus le réseau altruiste va être diffus, plus les chemins vont être longs, moins les individus vont être assurés. Au contraire, s'ils sont tous reliés entre eux, dans une sorte de réseau complet, alors je prends n'importe quel deux ménages dans le réseau, je vais trouver qu'ils sont liés et ça va créer une assurance plus forte. Ça amène aussi que l'ajout d'un lien entre deux communautés améliore le partage de risques, puisque si j'ai deux communautés séparées, d'accord, la distance entre des individus de ces deux communautés est infinie, je ne peux pas les rejoindre, je mets un lien entre ces deux communautés, je crée des chemins entre tout le monde et donc j'améliore l'assurance. Donc, pourquoi est-ce qu'on est intéressé par ces choses-là ? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de revenir à se poser la question pourquoi les individus se transfèrent, pourquoi est-ce qu'on observe ces transferts informels ? Donc, nous, ce qu'on a étudié, c'est que se passerait-il si c'était de l'altruisme ? D'autres auteurs ont étudié ce qui se passait si c'était de la norme sociale ou du motif d'échange. Donc, collatéral social, c'est de dire il y a une norme sociale qui me force, entre guillemets, à transférer à cette personne en difficulté. La manière dont c'est modélisé, c'est il y a une norme et il est coûteux de dévier de cette norme. D'accord ? Seulement, la conséquence de cette hypothèse, c'est de dire si à un moment on me demande tellement d'argent que ça devient moins coûteux de dévier de la norme que de la suivre, alors j'arrête de la suivre. Ce qui signifie que dans les modèles de collatéral social, dans l'hypothèse de collatéral social, les forts écarts de revenus sont très mal assurés, puisque ça devient plus intéressant, entre guillemets, de dévier de la norme sociale. Alors qu'on montre que dans le modèle d'altruisme, au contraire, quand le risque est très élevé, l'individu duquel je me soucie, et quand il subit un fort risque, il a un niveau de bien-être qui est très bas, et donc ça m'incite à encore plus lui transférer. Donc on a d'autant plus de transferts que le risque est fort dans ce modèle-là, et d'autant moins dans les autres modèles. Donc si on retourne aux données et qu'on étudie l'effet de ces grands risques, on peut identifier le motif au transfert. Donc nous, on n'est pas retourné aux données, parce que je n'avais pas le temps d'aller en Inde avec un bras en moins. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réutilisé les données passées. On a pris donc le réseau que je vous ai présenté en introduction, donc celui-là là, de mes villages indiens. Puis on s'est dit, bon, ben maintenant, étant donné ce réseau-là, réel, qu'est-ce que va faire notre réseau d'altruisme ? Donc on a supposé que chacun des liens, excusez-moi, je vais enlever ça, que chacun des liens qui sont sur le graphique ont la même force d'altruisme, et on a aussi spécifié une fonction d'utilité, Donc cette fonction-là, elle est assez utilisée donc, en théorie X, elle s'appelle la fonction elle a des rendements constants. Ce qu'elle va faire dans notre jeu, c'est que si je suis altruiste envers
envers quelqu'un, je ne veux pas que notre différence de revenus soit trop. Ça va mettre une borne sur la différence de revenus. Alors si vous voulez, la borne c'est ln de A sur alpha, mais vous en fichez. Ln de alpha sur A, mais vous en fichez. Mais voilà, ça met une borne sur la différence de revenus. Et puis on va mettre des revenus binaires, donc c'est-à-dire avec probabilité 1,5, le ménage n'a pas d'argent, avec probabilité 1,5, il a 20. Et ce qu'on remarque en faisant les simulations là-dessus, c'est que les agents les plus connectés, donc ceux qui sont vers le centre du réseau, sont ceux qui tendent à être le mieux assurés. C'est-à-dire qu'ils ont finalement, à mesure des chocs, là, la différence entre ce qu'ils ont après transfert, quand ils ont 0 comme revenu, et ce qu'ils ont quand ils ont 20, est beaucoup plus faible que les agents qui sont à la périphérie. L'autre chose qui est intéressante, c'est que alors que les revenus initiaux sont indépendants, ont été tirés dans des tirages indépendants, dans des distributions indépendantes, après les transferts, on remarque une forte corrélation entre les consommations de deux individus, et ce, d'autant plus qu'ils sont proches dans le réseau. Donc là, on prend tous les individus qui sont liés entre eux, on regarde la corrélation moyenne dans les... Donc ici, c'est la corrélation moyenne, là, c'est le centile 95, là, le 5%. Donc, ils ont une corrélation de 0,5, et cette corrélation, elle décroît avec la distance dans le réseau. OK, donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans les deux articles. Maintenant, ce qu'on essaye de faire sur la base de ça, c'est de voir, si les individus se comportent comme ça, donc se transfèrent de cette manière, sont assurés de cette manière-là, comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis de l'achat d'assurance formelle? C'est-à-dire qu'on va imaginer maintenant qu'on leur propose d'acheter à un certain prix un contrat d'assurance. Et on étudie donc comment ils achètent cette assurance formelle, sachant que du fait du réseau d'altruisme, à la fois les coûts et les bénéfices de cette assurance sont partagés. D'accord ? Quand je paye cette assurance, ça décroît mon revenu a priori, donc ça c'est échangé, et les bénéfices également quand je reçois le choc sont aussi échangés. Donc ce qu'on montre dans ce cas-là, c'est que la taille de la communauté va complètement guider combien de gens dans la communauté achètent, et ensuite, peu importe qui achète dans la communauté. D'accord ? Donc il y a juste un nombre d'acheteurs. Ensuite, ce qu'on regarde actuellement, c'est comment ces transferts informels, donc cette gestion de l'inégalité par de l'altruisme, comment elle va interagir avec les biens publics et notamment environnementaux. Donc cette question, c'est de se dire, sur les biens publics, notamment les biens environnementaux, donc les biens publics, c'est des biens qui bénéficient à tout le monde. Donc un cas simple, c'est la qualité de l'environnement, ça bénéficie à tout le monde. Souvent, il est indiqué que pour améliorer les comportements vis-à-vis de l'environnement, ce qu'il faut, c'est juste que les gens soient plus altruistes, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte que les effets sur eux, mais qu'ils prennent en compte les effets sur tout le monde. Ce qu'on est en train de regarder actuellement, c'est le fait que ce n'est pas nécessairement vrai si, en plus, ils peuvent faire des transferts individuels. C'est-à-dire que si je mets plus d'altruisme, si cet altruisme n'est pas universel, je vais potentiellement juste m'occuper du revenu des individus envers qui je suis altruiste, plutôt que du bien global dans l'environnement. Et enfin, les choses qu'on étudie aussi, donc dans ce contexte d'agriculture dans les pays en développement, il y a deux problématiques, en tout cas en termes d'assurance, qui sont le fait que les ménages n'achètent pas d'assurance formelle alors qu'a priori ça leur est bénéfique. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne prennent pas suffisamment de risques, et notamment la diffusion des technologies agricoles est lente. Et on peut se poser la question de quelle est la relation entre le partage de risques et la prise de risque. Si je suis mieux protégé, j'ai tendance à prendre plus de risques. Mais d'un autre côté, et c'est ce qui est mis ici, si finalement tout le bénéfice de ma prise de risque est redistribué, est-ce que ça ne change pas mon comportement de prise de risque? Donc ça, c'est ce qu'on étudie, ce qu'on planifie d'étudier dans ce modèle-là, mais surtout,
C'est ce que je vais étudier dans le problème suivant. D'accord? Donc on change complètement de monde. On ne va pas changer beaucoup de méthodes, mais on change complètement de monde. Maintenant, au lieu d'avoir des agriculteurs dans les pays en développement qui sont connectés par du lien d'altruisme, on va étudier maintenant des banques qui sont reliées par des échanges de titres interbancaires. Donc, comme je vous disais, soit de la dette, soit des prises de participation croisées. Ce qui est important, ce qu'on va vouloir étudier, c'est le lien entre ces mécanismes de partage de risque, donc ces relations interbancaires, et la prise de risque des banques, c'est-à-dire leur décision d'investissement. Et cette notion de prise de risque des banques, c'est ce qui est au centre de la réglementation prudentielle, comme je vous disais, dont l'idée est, pour éviter que les banques fassent faillite, on va leur demander de prendre moins de risques dans leur investissement. Et comment est-ce qu'on fait pour leur demander de prendre moins de risques dans leur investissement? On leur demande juste de garder un matelas. Donc c'est ce qu'on appelle les exigences de capitaux propres. C'est une partie de leurs ressources qui est immobilisée. On leur demande de ne pas l'investir. Donc c'est notamment la réglementation qui s'appelle la réglementation de Bâle. C'est lié en partie à la crise de 2008. Ce qui a été montré, donc, c'est que ce partage de risques, qui soit de la dette, soit de l'action, permet aux banques de diversifier leurs risques, c'est-à-dire j'investis dans des trucs, mais j'investis aussi dans toi qui investis dans d'autres trucs, et comme ça les rendements sont assez décorrélés et je peux mieux gérer le risque. La problématique est notamment, bon, ça a été mis en lumière par la crise de 2008, mais c'était déjà documenté, ce problème de contagion ou de cascade, c'est-à-dire si deux banques sont fortement liées par des liens notamment de type dette. Quand une fait faillite, elle peut entraîner la suivante dans la faillite également. Et puis, comme ça peut se diffuser. On appelle ça le risque systémique. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre en quoi ces mécanismes de partage de risque changent la prise de risque et comment la réglementation doit les prendre en compte. Ce qu'on fait dans l'article avec Mohamed et Frédéric, on ne regarde pas les questions les échanges de dettes. Ça, c'est assez bien documenté dans la littérature. On va regarder les prises de participation croisées. Donc, on étudie l'impact des prises de participation croisées sur la prise de risque de chaque institution, sur son risque de défaut et sur la réglementation prudentielle optimale. Donc, on va avoir des banques qui sont financées par des dépôts et des fonds propres, donc des actions. Ces actions peuvent être détenues par le reste du monde ou par d'autres banques. Okay, donc elle est financée par des dépôts et des actions, et elle doit, son choix, ce sur quoi on va optimiser, ce sur quoi elle va optimiser, c'est son investissement, et pour ça, elle choisit entre soit laisser de l'argent sous le matelas, donc un actif sans risque, okay, là-dessus il n'y a aucun risque, je le mets, je suis une banque et je la mets dans une suprabanque, à la banque centrale, soit dans un actif risqué, c'est-à-dire un investissement. Et puis, elle peut aussi prendre des parts dans les autres banques. Le régulateur, ce qu'il veut faire, donc le régulateur, la banque centrale, l'État, ce que vous voulez, il veut limiter le risque de défaut de chaque banque. Et la question, c'est comment prendre en compte le réseau financier pour limiter le risque de défaut des banques. Donc, la version mathématique de ça, donc ceci est la valeur d'une banque. La valeur d'une banque à la fin après l'investissement, c'est donc le rendement net de son investissement, plus ce qu'elle a gardé à la banque centrale, plus ce qu'elle reçoit des autres banques. D'accord? Donc là, le AIJ, c'est la part de la banque J que possède la banque I via les prises de participation. Ce qui est donc vous voyez qu'on a quelque chose de très proche du modèle précédent. Ce qui est un petit peu plus compliqué, donc c'est déjà que le alpha est devenu A, désolé, et qu'on a ce petit signe plus qui signifie que quand on investit en action dans une entreprise, en fait, il y a la limited liability, donc, l'engagement limité, qui fait que je ne peux pas perdre plus que ma mise. C'est-à-dire, j'ai investi
100 € chez Total, d'accord, même si Total a des dettes et a une valeur négative, je ne vais pas perdre plus que 100 €. Donc je suis limité par 0. D'accord, ça ne peut pas être négatif. C'est ce que donne ce signe-là, plus. Okay, et donc la prise de risque optimale qu'on va regarder, c'est celle qui est donnée quand si le régulateur il donne une probabilité de défaut maximale acceptable. Donc ça, c'est la manière dont les banques sont régulées actuellement. C'est de dire, vous ne devez pas faire défaut avec plus qu'une certaine probabilité. D'accord? Donc, en ce moment, c'est 0,5% la probabilité de défaut. Donc, on leur dit, vous devez résister à un risque bicentenaire, un truc qui arrive une fois tous les 200 ans. Vous devez avoir suffisamment d'argent pour le gérer, ce qui signifie qu'on vous laisse faire défaut avec probabilité 0,5%. Donc, on résout ce problème-là. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer le groupe ? Et on se met dans un cas particulier, dans un cas simple, pour pouvoir résoudre les choses, qui est, on suppose donc que ces rendements, là, ces investissements individuels, il y en a un qui crache, mais pas plus d'un. Donc on va étudier le cas où l'état défavorable ne peut arriver que sur une banque à la fois. Ok ? Ça signifie que si c'est moi qui prends le choc, donc là, mon investissement n'a pas marché. En fait, je vais être sauvé par les autres banques, puisque elles, leur investissement a marché. Donc dans ce cas-là, les prises de risque vont être complémentaires. Et ce qu'on montre, c'est que ces prises de risque, elles sont alignées avec deux notions de centralité dans le réseau. Donc, vous voyez, pensez au réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit graphiquement, celui-là, il est central, okay, parce qu'il était au centre du réseau. En fait, il y a plein de manières de dire qui est central et pourquoi. Ça s'appelle des mesures de centralité. Donc, nous, dans le cas particulier, ça dépend de deux mesures de centralité qui sont la centralité de M. Bonacic et la centralité self-loop, c'est-à-dire tous les chemins qui reviennent au point de départ. Donc, comment est-ce qu'on montre ça? Je suis désolé, accrochez-vous. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, donc on a ce niveau bêta qui est le risque maximal acceptable, qui va nous donner un niveau de rendement, qui est combien je perds quand j'obtiens ça, et les autres, elles ont un rendement R. Donc ça va être l'équation qu'on va essayer de vérifier pour avoir une probabilité de défaut égale à bêta. Je réarrange un peu. Je vois ici, ça c'est mon investissement. Je vois qu'il va être croissant dans l'investissement des autres, avec un truc ici, ce C, qui revient à prendre notre matrice A, donc ces A et J là vont créer une matrice, et puis en gros je vais jouer avec son inverse. Ce que ça veut dire, ce M là, c'est que combien je vais récupérer d'argent, je vais récupérer ce que j'ai, les gens de qui je détiens des parts, mais elles-mêmes détiennent des parts dans les autres, donc ça c'est A, mais elles-mêmes détiennent des parts dans les autres, et donc via les parts qu'elles détiennent des autres, ces parts des autres reviennent chez moi. Okay. Pareil, il y a trois chemins. Peut-être je vais vous faire un des... Ouais. Donc ici, là, imaginons que j'ai ces banques là avec ici 1, 2, 3, 4. Donc le A1,3, ça définit la part de 3 que 1A. Donc il va récupérer A1,3 fois ce que va générer comme argent, 3. Mais 3, et pareil avec 2, mais 3 et 2 détiennent aussi des parts dans 4. Et ces parts dans 4 vont se retrouver dans la valeur de 3, qui va revenir à 1, à travers la part que 1 a de 3. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de prendre, ici, donc avec cette inversion, en fait, on prend tous les chemins possibles qui vont d'une banque à une autre, en tout cas à notre banque I, celle qui est choquée. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a joué à ça, cette équation-là, on peut la réécrire
de manière matricielle, et on utilise les résultats connus. D'accord? Donc cette matrice Z, c'est une constante fois I plus C. Ce C étant défini comme M sur MI, on a le résultat que cette prise de risque, elle est proportionnelle donc, à cette chose-là, d'accord, qu'on appelle la centralité de Bonacic, et qui va compter toutes les parts des banques que détient la banque individuelle, à peu près de la manière dont j'ai écrit ici. Par contre, ces prises de participation, elles ont aussi un effet négatif si non seulement 1 investit dans 3 et donc 1 a des parts de 3, donc il récupère une partie de ce que 3 a gagné, mais si 3 avait aussi des parts dans 1, d'accord, et que 1 a pris un choc négatif sur son investissement, d'accord, alors la valeur de 3 décroît à cause du mauvais investissement de 1, et ceci revient chez 1 via ce que 1 possédait chez 3. Et donc, cette prise de risque, elle est inversement proportionnelle à ce qu'on appelle les self-loop centrality, qui mesurent tous les chemins qui reviennent à l'origine. Tous les chemins possibles qui reviennent à l'origine. Il n'y a plus de maths après, promis. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on a extrait la prise de risque optimale des banques, étant donné prise de participation croisée avec une contrainte réglementaire. Et on va jouer avec ça, avec des simulations comme tout à l'heure, pour comprendre les interactions avec le monde réel. Donc, la réglementation actuelle, hein, comme je vous disais, ce bêta, il est basé sur des indicateurs agrégés. Donc, on va dire aux banques, si vous possédez des parts dans beaucoup d'autres banques, vous allez être pénalisé. Ou si vous avez des dettes avec beaucoup d'autres banques, vous allez être pénalisé. Mais ce n'est pas sur les relations bilatérales. Oui. 2 minutes. OK. Donc, ce qu'on dit juste là, c'est que ces indicateurs agrégés, ils sont insuffisants et que la structure du réseau a un impact. Rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les données financières des 19 plus grosses banques du monde, et c'est les banques dites systémiques, et ce qu'on a, ce qu'elles fournissent aux régulateurs, c'est combien elles détiennent d'actions des autres banques considérées dans leur entièreté, et on va jouer avec notre réseau en allouant différemment ces choses-là. C'est-à-dire, si tu détiens 5000 sur les autres banques, est-ce que c'est 1000 sur 5 banques différentes? Est-ce que c'est 5000 dans 1? Et auquel cas, qu'est-ce que ça change? Et on montre que ça change. Donc, on montre que ça peut changer de 20% la prise de risque optimale. Jusqu'à 20% la prise de risque optimale, en fonction de comment est-ce qu'on distribue ces banques. Et c'est notamment extrêmement fort pour les banques qui sont citées là, donc Goldman Sachs, Morgan Stanley ou la Société Générale. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est étudier l'impact du réseau sur le premier défaut. Donc, tant qu'une sandbox est potentiellement touchée, le réseau financier permet une plus grande prise de risque. Cela se complexifie si plusieurs banques peuvent heurter à la fois et s'il y a de la contagion. Dans tous les cas, si on veut avancer, il faut avoir des données fines sur les liens entre bilatéraux et pas uniquement sur le global. Voilà. Donc j'ai essayé de vous expliquer comment cette théorie des graphes et les réseaux peuvent expliquer les comportements de partage de risque et de prise de risque. Merci. Peut-être on peut répondre une ou deux questions et après on passe au café rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Pascal? Merci. J'ai une petite question au départ, j'ai peut-être pas bien écouté, sur la modélisation que tu fais au niveau du village indien. Ouais. Les liens sont symétriques ou dissymétriques? Alors, désolé, c'était la question de... Les liens sont dirigés, enfin, dans les données qu'on a, les liens sont dirigés
Par contre, la manière dont je l'utilise dans les simulations, je les prends non dirigées, c'est-à-dire à partir du moment où 2 ménages sont liés, les échanges vont dans les 2 sens. Mais dans les données qui ont été récupérées par donc, les chercheurs ici, on sait si c'est quelqu'un que j'aiderais, quelqu'un qui m'aiderait, ou les deux. Mais nous, en tout cas, dans la manière dont on l'utilise, on ne dirige pas le graphe. Mais tout ce que je raconte là marche avec un graphe dirigé. Ok. Une autre question? Oui, Gary. Merci. J'ai une question sur... en fait, ça fait penser à pas mal de travaux qui sont faits par les gens qui travaillent sur les grands graphes de terrain, qui sont les réseaux sociaux, voilà, tous ces machins-là. Et eux, ils s'amusent aussi à essayer de caractériser des comportements, donc ça peut être les choses que tu étudies, en fonction de mesures qu'ils réalisent sur le graphe. Donc tu parles de mesures de centralité, mais ils en ont plein d'autres. Et souvent, en fait, leurs résultats dépendent de caractéristiques de graphes. Et aussi, ils utilisent ces caractérisations des graphes pour faire des simulations et pour voir ce qui se passerait si. Et est-ce que vous avez des choses comme ça? Ouais, c'est typiquement des choses qui sont faites. Donc, moi, je le fais pas sur les grands graphes, mais il y a pas mal de choses qui sont faites sur ce type de graphe. Notamment, il y a des choses qui sont faites en ce moment, donc en utilisant les données Facebook sur tout ce qui est marché de l'emploi aux États-Unis, comment ça crée des zones du réseau homogènes en termes de dans cette partie-là, les gens ont des emplois, trouvent de l'emploi facilement avec des bons salaires. Dans d'autres parties, pas du tout. Donc c'est vraiment, ils utilisent ce genre de choses sur tout ce qui est de l'ordre des inégalités. Et juste dans le premier article, on regarde aussi l'effet sur les inégalités en fonction des positions sur le réseau. Ok. Donc, je propose qu'on continue à discuter avec du café. Avec plaisir. Biscuit. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Renaud. C'était très intéressant. Avec plaisir. Et merci à tous pour venir.